So our reason for coming to CENI is because they're a very important body. They are the ability, they have the Voilà, ability donc nous to sommes help. venus rencontrer la Commission électorale nationale indépendante parce que c'est un organe important dans la tenue des élections dans ce pays. Et ça a été tout à fait clair en discussion avec le président ainsi que toute son équipe, de montrer que chaque jour qu'une élection n'est pas tenue dans ce pays, c'est une femme qui se fait violer, c'est des enfants qui sont enrôlés dans l'armée et c'est des jeunes filles qui connaissent des grossesses non désirées. Et donc il est important que nous puissions organiser des élections en 2018. Et cela ne sera possible que si toutes les parties prenantes aux élections donnent leur appui au processus. Il s'agit donc des évêques qui doivent également soutenir que les élections se tiennent en 2018, mais également les partis politiques. Mais le président de la République doit également dire que les élections doivent être organisées en 2018. Ce n'est que la seule voie issue pour la tenue des élections libres, c'est que toutes les parties prenantes y mettent la main à la pâte. Nous n'appuierons pas du tout, de quelque manière que ce soit un calendrier électoral, si ce calendrier ne spécifie pas clairement que les élections se tiendront pas plus tard que 2018. Voilà donc tout à fait clair que ça ne serait pas une démocratie si les pays continuent à tolérer que les populations souffrent, que les enfants soient violés, que les enfants soient enrôlés dans les armées. Et c'est important que nous puissions donc réitérer ce message et nous allons appuyer ce processus si un calendrier réaliste est mis au point et nous allons faire savoir cela à toutes les parties prenantes, que ce soit l'opposition, les évêques, mais également les présidents de la République, pour que ce message soit clairement donné afin que la démocratie que la population attend, ainsi que les élections qui pourront amener une situation apaisée dans le pays, sont effectivement organisées. Je crois que nous avons salué la présence de l'ambassadeur Niki ici dans notre pays. Et elle est arrivée au bon moment pendant que déjà au niveau de l'opposition, nous avions trouvé un modus vivendi dans le sens de travailler ensemble. Nous avons travaillé ensemble, nous avons réfléchi ensemble, nous avons défendu le même point de vue par rapport à la sortie de la crise de notre pays, parce que nous savons définir cette crise et je pense qu'à dater d'aujourd'hui, le peuple congolais dans son ensemble peut encore nous redonner confiance pour que nous puissions trouver des solutions. Et la seule solution, les détails, ce serait en contact direct avec la population, mais sinon tout se passe bien. Mais nous avons une constitution, nous avons signé un accord qui a prévu les élections au plus tard décembre 2017. Nous sommes parfaitement d'accord parce qu'elle a dit, c'est son point de vue. Nous aussi, nous avons un point de vue commun que nous avons défendu. Et je crois que l'essentiel est celui-là. Merci voilà. beaucoup. Non, ça va, ça suffit. Madame était notre porte-parole, c'est comme ça qu'on s'était convenu. Bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse des journaux africains ce matin, africain
africain ce matin, un début de semaine politique agité en RDC. Arrivé à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, hier, Félix Tshisekedi, le président du Rassemblement, accueil tout à fait particulier, relève le potentiel à Kinshasa. La population qui a fait le déplacement de l'aéroport de la Loano pour communier avec lui a eu droit à un traitement tout aussi particulier. Il y a eu des blessés et des arrestations en série. C'est cela, la RDC, soupire le quotidien quinois, pays qui siège désormais au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans ce pays atypique, les droits de l'homme sont respectés selon qu'on est de la majorité ou bien de l'opposition. Si la majorité est soignée aux petits oignons, l'opposition, elle, est brimée dans tous les sens. À défaut de meeting, Félix Tshisekedi a pu tenir une conférence de presse au cours de laquelle il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère à l'égard du pouvoir en place, rapporte encore le potentiel. Nous leur avons donné une voie de sortie avec l'accord du 31 décembre, mais ils ont craché dessus, a déclaré l'opposant. Nous sommes devenus intransigeants. Dès cet instant, nous ne considérons plus Joseph Kabila comme président. Nous préparons notre peuple à le mettre hors d'état de nuire. Autre fait politique marquant hier, rapporte cette fois le site d'information congolais Casinfo, le divorce entre Vital Kamerhe et Joseph Kabila. C'est une petite bombe lâchée par l'UNC et Vital Kamerhe en ce lundi politique très agité en RDC, s'exclame Casinfo. Dans un communiqué signé de sa main propre, l'ancien président de l'Assemblée nationale annonce en effet le retrait de son délégué du gouvernement. En cause, le retard et la certitude de la non-organisation des élections au 31 décembre prochain. Commentaire de Casinfo, Vital Kamerhe a attendu son temps pour réagir, mais il quitte le bateau au moment où Joseph Kabila avait besoin ne fût-ce que d'un semblant de sérénité. Et c'est dans ce contexte délicat en RDC que la représentante des États-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley, effectue cette semaine une visite en Afrique qui la conduira respectivement en Éthiopie, au Soudan du Sud et en RDC. Oui, à l'étape congolaise, Nikki Haley ne mettra certainement pas de gants, pointe le Nouvel Observateur à Kinshasa pour exprimer les inquiétudes des États-Unis face au blocage du processus démocratique. Il est vrai qu'aujourd'hui l'essentiel est de veiller à ce que le désir des Congolais de voter au cours d'élections libres et équitables soit respecté. Malheureusement, soupire le quotidien quinois, l'incertitude quant à l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre l'accord et à organiser des élections d'ici la fin 2017 crée une situation inquiétante dans toute la RDC. Incertitude, le terme est repris, Frédéric, par le Djeli en Guinée. Oui, la perspective de la tenue des élections s'éloignant chaque jour un peu plus, la RDC, qui cumule déjà une triple crise économique, sociale et sécuritaire, s'enfonce inexorablement dans l'incertitude politique, relève le site guinéen. D'une part, Joseph Kabila, comme s'il n'avait pas conscience des menaces pousse le pays et les siens n'en fait qu'à sa tête. À la contestation que l'opposition essaie de mettre en place, il répond invariablement par la répression, à l'image de celle qu'il a réservée hier aux militants de l'UDPS qui entendaient accueillir Félix Tshisekedi à Lubumbashi. Pourtant, pour le président congolais, les nouvelles ne sont guère rassurantes, pointe encore le Djeli. Exagérément égocentrique dans sa conception du pouvoir, il en vient à exaspérer même la tendance molle de l'opposition congolaise, en témoigne l'annonce par l'UNC du départ de son représentant du gouvernement d'union nationale. Un mauvais signe, estime encore le Djeli, pour un président qui a conscience qu'il ne peut compter sur grand monde à l'extérieur de son pays. Toujours est-il, souligne enfin aujourd'hui au Burkina, que l'accord de la Saint-Sylvestre n'attend plus que sa messe de requiem, car s'il l'accord du 31 décembre, s'il y a un moyen pour empêcher le président actuel de boire son petit lait et de ne pas rester au pouvoir jusqu'en 2019, il faudra le chercher ailleurs, pointe le quotidien Ouagalais, et c'est ailleurs, estime le journal, ne peut être que le réveil du peuple sous la conduite d'hommes politiques décidés et déterminés à ce que Volins-Nolins, bon gré mal gré, l'alternance ne soit plus une arlésienne dans ce pays continent. Merci Frédéric Couteau. A provoqué une onde de choc après la fin de l'enrôlement des électeurs dans le Kasaï. Un délai de 504 jours est nécessaire pour organiser ce scrutin. Hassan Diop, Joseph Kabila voit donc son mandat se prolonger jusqu'en fin 2019. Oui, 3 ans de mandat gratis, si l'on ose dire, 3 ans qui illustrent le fait que les Congolais ont été une fois de plus floués. On est passé de promesse en promesse. On a signé un accord fin de l'année dernière, baptisé Accord de la Saint-Sylvestre, et cet accord
Et cet accord prévoyait, cet accord qui a été signé par les partisans de M. Kabila et l'ensemble des acteurs politiques et de leurs représentants dans le pays, la société civile, accord arbitré par l'Église, a été foulé du pied par Joseph Kabila, ses partisans et aujourd'hui ses alliés dans ces pléthorique instance, soi-disant, de la transition qui, aux yeux de tous, apparaît véritablement comme des lieux de sinécure pour des dirigeants politiques congolais, malheureusement de tous bords pour la plupart, qui au fond ne se soucient que de leur propre sort, parce que je vois très mal véritablement ce que ces messieurs des instances de la transition vont gérer. Ils vont juste gérer ce que M. Kabila voudra bien qu'il gère, parce qu'aujourd'hui, la gestion politique, l'avenir, je dirais même, de la RDC repose entre les mains de Joseph Kabila, d'autant plus que la communauté internationale reste complètement... Pas muette, mais ambiguë. L'ONU est ambiguë. Son représentant à Kinshasa est ambigu. A toujours été ambigu. On ne sait pas exactement ce qu'il dénonce, ce qu'il dénonce pas. C'est exactement la même chose que de voir un pays comme la RDC rejoindre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à la suite d'un vote de l'Assemblée générale de l'ONU. Sans commentaire. Vincent Lejeune, dans cette guerre d'usure, la coalition de l'opposition peut-elle tenir ? À mon sens, non, parce que comme traditionnellement dans ce type d'épreuve de force, il y aura toujours une tendance qui sera encline à négocier pour préserver l'essentiel. L'essentiel peut-il être préservé? On en doute. Et une tendance qui, elle, sera plutôt vers la radicalité, avec des personnages dont il ne faut pas oublier l'existence, sinon la présence sur le sol congolais, c'est-à-dire Moïse Katumbi, par exemple, voire quelqu'un comme le professeur Denis Mukwege, dont l'engagement paraît aujourd'hui chaque jour plus patent. Si les enjeux n'étaient pas aussi brûlants, il y aurait matière à ironie. 504 jours, pourquoi pas 503 ou 505? Est-ce un hommage à une berline fameuse au sud du Sahara? Par ailleurs, très franchement, c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire que tout ça, ça occupe les médias, les chancelleries, les diplomates. L'essence de l'enjeu dont je parlais à l'instant, il n'est pas là. Il est tout simplement qu'on a un homme qui détient le pouvoir et qui fera tout ce qui est possible, quel qu'en soit le coût humain, politique, social, pour se maintenir. Il n'est que de regarder qui détient la réalité des leviers du pouvoir aujourd'hui. Et on s'aperçoit, et on dira la même chose tout à l'heure sans doute du Togo, que ce sont des sécurocrates, que d'une certaine manière d'ailleurs, Joseph Kabila est bien moins présent dans les conseils des ministres. Il paraît qu'il ignore même le nom de certains des secrétaires d'État de son propre gouvernement, que dans les cénacles militaires, car au fond, ça reste fondamentalement un chef de guerre. Et donc il transfère sa stratégie guerrière sur l'échiquier politique navrant que Hassan décrivait à l'instant. Luc Magloire-Kemayou, la situation dans le Kasaï est-elle un alibi politique dont s'est servi Joseph Kabila aujourd'hui? C'est surtout un fait. C'est difficile dans cette zone-là, mais il n'y a pas que cette zone. De mon point de vue, la RDC est un pays d'une tragédie sans fin. Quand on a lu la tragédie du roi Christophe, on la transpose là, on a exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis le roi des Belges, qui a été le propriétaire de ce pays avant d'en faire une colonie pour la Belgique, on est parti de tragédie en tragédie. On a l'impression que c'est une roue sans fin qui tourne et qui continuera de tourner au détriment des Congolais. Ceux qui ont jusqu'à présent tiré leur épingle du jeu, ce sont les maîtres du jeu, c'est pas la population. On a parlé d'année zéro avec l'élection de Kabila, mais on est là revenu dans la logique qui préside à l'histoire de ce pays qui reste très tragique malheureusement. En 2006, Hassan Diop, lors du premier scrutin pluraliste, il avait fallu juste 16 mois. Oui, mais enfin, et même moins. C'était des élections pipeaux. Enfin, je crois qu'il faut vraiment être sérieux. On ne peut plus aujourd'hui parler de la situation politique en RDC, parler de la manière dont M. Kabila s'y prend pour se maintenir au pouvoir, parler de toute cette caricature, hélas, bien trop tragique, parce que des centaines de milliers de personnes y ont laissé leur vie au cours de ces dernières années, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie du pays est en guerre permanente, l'est du pays, ensuite ça s'est prolongé au Kasaï,
Kasaï. Demain, on nous Et la situation dans l'Est n'avait pas empêché les élections de 2006, ni celle de 2011. Demain, on va nous trouver une autre raison pour nous dire que, écoutez, on siffle la fin de la récréation, on réforme la Constitution et on débouche sur la possibilité de M. Joseph Kabila de remettre les compteurs à zéro et de se présenter comme candidat. Mais Vincent, dans un pays où l'exécutif, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont illégitimes depuis un an, que valent les décisions des pouvoirs? C'est irrationnel. On est dans une sorte d'état de suspension. On est dans un no man's land politique. Et pour que la mascarade soit complète, il y a quand même ce moment incroyable de l'irruption pour 3 ans, à compter de janvier prochain, de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors, on parlait de messages contradictoires et ambigus, mais enfin, d'un côté, l'ONU diffuse un rapport accablant pour le pouvoir en place sur l'impunité, la confiscation, le désastre humanitaire, etc. Et dans le même élan, si j'ose dire, on fait venir... Niki Haley, elle est attendue à la fin de ce mois. Mais pourquoi pas Marc Dutroux à la protection de l'enfance? Enfin, il y a quelque chose de dérisoire même, qui discrédite une fois de plus, c'est pas la première fois, ce fameux Conseil des droits de l'homme de Genève. Hein. Mais, si vous le permettez, Louis, mais je dis, le voyage de Niki Haley en RDC... Peut-être l'objectif est d'aller constater sur place et de vue l'argent dépensé par les Nations Unies en vain, soi-disant, pour ramener la paix, la démocratie en RDC. Ça fait plus de 20 ans que la communauté internationale, est au chevet de ce pays. Payons une mission de la paix de l'ONU des milliards par an et qui n'aboutissent à rien si ce n'est à une caricature de pouvoir autocratique. Magar Komayou, autre débat, celui qui oppose la majorité et l'opposition sur l'interprétation de ce fameux article 64. Non mais on est là, on est hors sol avec cette querelle politicienne entre la majorité et l'opposition. Et c'est comme si finalement on était dans un rapport de force où le combat n'est pas celui de servir le peuple, mais celui de montrer à quel point la relation est très ténue entre l'opposition et le pouvoir. Parce que les échanges dans un camp comme dans l'autre se font assez régulièrement. C'est un système de vase communicant. Pendant un certain moment, on est dans l'opposition, puis après on passe à la majorité. Et dans tout cela, c'est le peuple qui continue de trinquer, malheureusement. Nous sommes là dans un pays, pour rappeler la tragédie, où il y a quand même un secrétaire général de l'ONU qui est mort. Nous sommes dans un pays où des agents de l'ONU sont morts. On est dans un pays où les guerres a provoqué une onde de choc après la fin de l'exécutif, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont illégitimes depuis un an. Que valent les décisions des pouvoirs? C'est irrationnel. On est dans une sorte d'état de suspension. On est dans un no man's land politique. Et pour que la mascarade soit complète, il y a quand même ce moment incroyable de l'irruption pour 3 ans, à compter de janvier prochain, de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors, on parlait de messages contradictoires et ambigus, mais enfin, d'un côté, l'ONU diffuse un rapport accablant pour le pouvoir en place sur l'impunité, la confiscation, le désastre humanitaire, etc. Et dans le même élan, si j'ose dire, on fait venir... Niki Haley, elle est attendue à la fin de ce mois. Mais pourquoi pas Marc Dutroux à la protection de l'enfance? Enfin, il y a quelque chose de dérisoire même, qui discrédite une fois de plus, c'est pas la première fois, ce fameux Conseil des droits de l'homme de Genève. Hein. Mais, si vous le permettez, Louis, mais je dis, le voyage de Niki Haley en RDC... Peut-être l'objectif est d'aller constater sur place et de vue l'argent dépensé par les Nations Unies en vain, soi-disant, pour ramener la paix, la démocratie en RDC. Ça fait plus de 20 ans que la communauté internationale, est au chevet de ce pays. Payons une mission de la paix de l'ONU des milliards par an et qui n'aboutissent à rien si ce n'est à une caricature de pouvoir autocratique. Magar Komayou, autre débat, celui qui oppose la majorité et l'opposition sur l'interprétation de ce fameux article 64. Non mais on est là, on est hors sol avec cette querelle politicienne entre la majorité et l'opposition. Et c'est comme si finalement on était dans un rapport de force où le combat n'est pas celui de servir le peuple, mais celui de montrer à quel point la relation est très ténue entre l'opposition et le pouvoir. Parce que les échanges dans un camp comme dans l'autre se font assez régulièrement. C'est un système de vase communicant. Pendant un certain moment, on est dans l'opposition, puis après on passe à la majorité. Et dans tout cela, c'est le peuple qui continue de trinquer, malheureusement. Nous sommes là dans un pays, pour rappeler la tragédie, où il y a quand même un secrétaire général de l'ONU qui est mort. Nous sommes dans un pays où des agents de l'ONU sont morts.
on est dans un pays où les guerres, depuis que Mobutu est parti en 97, où les guerres ont fait de nombreux morts aussi bien à l'Est que dans d'autres parties du pays. Mais c'est comme si tout allait bien, il n'y a pas de problème, circuler, on veut juste une élection et on veut le départ de Kabila. Je pense que là, il faut que les politiciens congolais se ressaisissent parce que, mine de rien, le mandat qu'ils demandent, c'est le peuple qui le leur donne. La société civile joue son rôle, mais c'est pas assez. Les professionnels de la politique, ce sont les politiciens. Vincent Lejeune, un dernier mot, c'est donc toute la classe politique congolaise qui a failli. Hélas, oui. Le constat est là, et d'une certaine manière, pour danser le tango, si funeste soit-il, il faut être deux. Et hélas, ils sont deux. Au Togo, 2 mois après le début des manifestations de l'opposition,